Bonsoir à vous, bonsoir Jean-Philippe Toussaint, Bonsoir. bonsoir David. Bonsoir. Alors on est ravis de vous accueillir, vous êtes l'une des voix majeures de la littérature contemporaine, auteur d'une œuvre où la précision, le rythme et l'intention aux gestes infimes ont façonné tout un univers immédiatement reconnaissable, que ce soit dans vos premiers livres comme La salle de bain ou L'échiquier. Votre écriture traversée d'humour discret et d'élégance formelle a su transformer le quotidien en territoire d'intensité minuscule et de révélations silencieuses. Vous nous revenez aujourd'hui avec une nouvelle traduction du Verdict de Franz Kafka, publié en 1912, un texte bref mais d'une densité remarquable où chaque mot concentre tension et ambiguïté. De nombreuses traductions françaises ont tenté d'en restituer la force et l'étrangeté, chacune avec ses choix stylistiques, et c'est désormais votre regard précis, rigoureux, singulier, qui se confronte à cette prose exigeante. Traduire Kafka, c'est pas évident. C'est mesurer surtout la fragilité de chaque phrase, préserver l'autorité de la voix paternelle sans la dénaturer, avancer sur un fil extrêmement tendu. Et dans cet entretien, nous reviendrons à la fois sur votre geste de traducteur, sur les décisions stylistiques qui l'ont guidé et sur la manière dont votre propre écriture dialogue, se confronte ou se répond avec celle de Kafka. Je tenais à préciser d'abord qu'en 2021, nous avions déjà présenté un de vos livres qui s'intitule La disparition du paysage et que vous publiez maintenant un livre de vos photos, parce que vous êtes photographe également, qui s'intitule L'instant visible. Euh, voilà, on est Ouais. prêt pour l'interview. Nous, on va plus se concentrer sur la traduction donc du verdict. Alors, qu'est-ce qui, dans les traductions existantes déjà du verdict, vous a donné quand même la nécessité ou le désir peut-être d'en proposer une nouvelle? Alors c'est un hasard complet. Je ne m'attendais pas du tout à traduire un jour le verdict. Mais l'année dernière, c'était le 100e anniversaire de la mort de Kafka. Et il y avait un certain nombre d'événements qui ont été proposés. Et j'ai été invité dans un salon du livre. En même temps qu'un auteur qui avait consacré, Raphaël Meltz, qui avait consacré un livre à Kafka, mais en particulier au verdict. Donc tout le livre tournait autour du verdict et en même temps, il y avait une nouvelle traduction du verdict dans le livre proposé par Odile Demange. Et j'ai lu ce livre en préparation du débat auquel j'allais participer avec Raphaël Metz. J'ai lu ce livre, j'ai lu la traduction d'Odile Demange. Et je me suis dit, en fait, je n'ai jamais lu le verdict, enfin, j'avais jamais lu le verdict, ou alors il y a bien longtemps et je m'en souvenais plus. Et dans cette lecture, il se trouve, c'est ça le hasard auquel je faisais allusion, qu'il y a une image en particulier, une seule image dans le texte qui m'a semblé incroyable. C'est, je le dis tout de suite, je me fais en suspense, c'est le père qui se redresse à la verticale dans le lit, en face du fils, donc une sorte de surplomb, d'image de surplomb, l'image paternelle en surplomb. Et cette image m'a semblé assez incroyable. Et comme 2 ans ou 3 ans plus tôt, j'avais traduit la nouvelle de Stéphane Zweig, La Charte Nouvelle, le joueur d'échecs. Hein, le joueur d'échecs que j'avais traduit par Échec, Charte Nouvelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la traduction du titre, mais disons que je me suis dit, tiens, c'est la phrase avec l'image de Kafka, c'est quoi en allemand, je me suis dit. Et donc, quand je suis rentré à Bruxelles après le débat, j'ai regardé sur Internet, j'ai retrouvé le texte allemand original, j'ai commandé d'ailleurs un exemplaire chez Réclame pour avoir l'exemplaire en allemand. J'ai retrouvé cette phrase et je me suis dit comment je la traduirais moi en français, cette phrase-là. Et donc j'ai traduit seulement une phrase. Et puis, bon, j'étais là à mon bureau ayant traduit cette phrase, j'en ai traduit 2 derrière. Et puis, un peu emporté par mon élan, il restait plus que 2 pages derrière ou 3 pages. J'ai continué, je suis arrivé au bout de la nouvelle. Et puis, étant arrivé au bout, je me suis dit, bon, bah, alors, on va reprendre au début.
Et donc finalement, j'ai fait un premier jet comme ça, qui m'a pris à peu près une semaine. Il faut dire que Kafka a écrit l'ensemble de la nouvelle en une nuit, la fameuse nuit du 22 au 23 septembre 1912. Alors, quelle importance ces traductions, avec un peu de recul, a-t-elle pour vous, en tant que traducteur et auteur, et en quoi peut-elle peut-être apporter un regard nouveau sur l'œuvre? Alors, ce qui me frappe, alors deux choses. D'abord, la première chose, c'est que je pense que c'est un fantasme très ancien de traduire Kafka. Lorsque j'ai vécu à Berlin, au début des années 90, 93, 94, j'apprenais l'allemand et je me disais, oh, j'apprends l'allemand, c'est difficile, c'est long, etc. Mais ce serait extraordinaire d'un jour traduire Kafka. Enfin, c'était une sorte de rêve, d'idéal. Et je ne pensais pas non plus que je le ferais un jour. Donc ça c'est resté en tête. Mais l'autre chose, et je l'ai mesuré en traduisant la charte nouvelle de Zweig, le joueur d'échecs et le verdict de Kafka, en réalité, traduire, c'est quand même continuer la littérature par d'autres moyens. En fait, Vous voulez dire la faire vivre? c'est-à-dire qu'il s'agit quand même malgré tout de littérature. Il s'agit malgré tout d'écrire. Et donc, j'ai même pensé à une chose, c'est que c'était peut-être comme un exercice particulièrement difficile et rigoureux de l'Oulipo. L'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, impose des contraintes aux auteurs. Alors, l'exemple le plus fameux, c'est évidemment Pérec, qui écrit La disparition sans utiliser la lettre E. Écrire un roman entier sans la lettre E, c'est évidemment compliqué. Mais la traduction, c'est aussi une contrainte. Et la contrainte, c'est le texte d'origine. Le texte d'origine, en l'occurrence le texte de Kafka, là, est une contrainte très très forte. Mais à passer cette contrainte, on peut quand même écrire. Et donc, finalement, ça devient une sorte d'exercice un peu pur de littérature. Et ça, évidemment, ça m'a intéressé. C'est une autre façon de faire de la littérature. Alors, on dit souvent que traduire, c'est réécrire. Vous parlez plutôt d'une interprétation comme celle d'un musicien. Quelle part de création y a-t-il, selon vous, dans le travail de traduction? Alors, en effet, j'ai fait une petite postface à la fin de cette traduction publiée par des éditions de Minuit, et je propose deux métaphores. La première, en effet, c'est l'interprétation. Je dis, en fait, le texte source, le texte original, c'est comme une partition en musique, et le traducteur est l'interprète, est un interprète. Et en fait, je trouve que cette métaphore est assez intéressante parce qu'elle sous-entend qu'il n'y a pas une et une seule bonne traduction. C'est-à-dire que, comme en musique, on a la partition peut être médiocre ou excellente, et après on a l'interprète. Et l'interprète peut être médiocre, excellent, mais il n'y a pas une et une seule bonne interprétation d'un quatuor de Beethoven. Non, mais là, alors dans ce cas-là, la subjectivité est dangereuse quelque part dans la traduction. Non, c'est une proposition. Chaque traduction est une proposition. Et donc, je pense qu'intuitivement, on pourrait penser de loin qu'il y a une et une seule bonne traduction, ou qu'il y a des traductions meilleures que les autres. Peut-être qu'il y en a des meilleures que d'autres, mais il n'y en a pas une bonne. Et il peut y en avoir différentes, excellentes. Et là, en musique, on comprend bien, parce qu'en effet, les quatuors de Beethoven ont été interprétés par des milliers de quatuors, et il y en a au moins des centaines qui sont très bons. Et donc, les traductions du verdict, par exemple, en français, vous l'avez souligné, il y en a plusieurs. Il est possible qu'il y en ait plusieurs qui sont très bonnes. Et donc, en fait, c'est une des choses, c'est une des métaphores qui m'intéressait beaucoup, cette idée d'interprétation. L'autre métaphore, j'avance peut-être un peu, mais que j'avais développée dans ma postface, c'est qu'en réalité, des textes comme le verdict, qui ont fait l'objet de très nombreuses traductions, qui ont été traduits dans tous les pays du monde, en gros, il y a des dizaines de traductions en français, c'est un petit peu comme une pièce du répertoire. Donc ça, c'est la deuxième métaphore, c'est plus avec le théâtre. C'est comme une pièce du répertoire, et que là, en l'occurrence, le traducteur serait comme un metteur en scène qui viendrait proposer une vision nouvelle d'un classique. Et ça aussi, ça me semble très intéressant, parce que là, la subjectivité joue énormément, c'est-à-dire ce qui compte
quand un metteur en scène va proposer une nouvelle vue d'un classique, eh ben, il va travailler avec les comédiens à la table, ils vont discuter, et il va y avoir un travail d'interprétation encore, mais d'exégèse aussi d'une certaine façon. Ils vont se demander qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, etc. Et ça fait partie complètement du travail de traduction. C'est quelque chose auquel on ne songe pas nécessairement, qu'il y a tout ce travail d'exégèse pour proposer pratiquement une vision nouvelle du texte initial. Alors, quelle place tient le verdict justement dans votre parcours littéraire? Est-ce que c'est un projet à part ou au contraire au cœur de votre démarche? Alors, pour moi, c'est un peu annexe, c'est un peu inattendu. Je ne pensais pas que j'allais consacrer autant de temps à la traduction, mais c'est une expérience très enrichissante parce qu'en général, j'avais plutôt le point de vue inverse, si je puis dire, puisque j'étais plutôt un auteur traduit qui avait des liens très forts avec ses traducteurs. Mais j'étais l'auteur. Et donc, mais je l'ai toujours fait, toujours eu, en particulier en Belgique avec le Collège des Senefs, où j'ai participé au moins 6 fois à des séminaires avec mes traducteurs, souvent avec plusieurs traducteurs qui travaillaient sur le même texte, par exemple sur Faire l'amour ou Fuir, c'est des romans que j'avais écrits. Et donc j'avais une expérience de la traduction, mais du point de vue de l'auteur. Là, évidemment, je me retrouve inversé. Peut-être d'ailleurs, je ne défends pas nécessairement le même point de vue selon la place à laquelle je me trouve, parce que on peut, comme auteur, dire « Ah là, vous touchez à rien », etc. Et comme traducteur, demander davantage de liberté. Enfin bon, c'est extrêmement intéressant de se retrouver de l'autre côté de la table, si je puis dire. Alors, pour revenir à Kafka, dans l'allemand de Kafka, la voix du père, elle est très particulière, elle est tranchante, presque incantatoire vers la fin. Alors en français, ça peut facilement, je pense, s'atténuer. Comment est-ce qu'un traducteur peut-il restituer cette force, cette autorité, ce caractère presque mythique? Ben là encore, c'est un travail qui n'est pas seulement de traduction, qui n'est pas nécessairement seulement un travail sur la langue, c'est un travail d'interprétation, c'est un peu ce que j'expliquais sur le travail du metteur en scène et le théâtre. En réalité, j'ai fait un premier jet tout seul, mais ensuite, dans la relecture, comme mon allemand n'est pas suffisamment bon ou excellent, j'ai retravaillé avec un ami écrivain luxembourgeois qui s'appelle Yann de Toffoli, qui est un écrivain de théâtre, et ensemble, on a beaucoup fait ce travail justement de commentaires du texte, de commentaires. Et par exemple, il y a des exemples où il y a des mots qui ne posent aucun problème de compréhension. En tout cas, même moi, je comprenais l'allemand de Kafka, et lui me confirmait que c'était ça, et tous les dictionnaires le confirmaient, et même peut-être parce qu'on ouvrait les autres traductions pour regarder, ça ne posait aucun problème pour aucun traducteur, sauf que pour nous, on se disait ça ne veut rien dire, ou ça ne va pas. C'est arrivé une fois en l'occurrence pour traduire Auflauen, c'est un exemple très particulier que je développe dans la postface, et on se disait ça ne va pas, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et on a passé 1 heure là-dessus, 1 heure à discuter, on ne comprenait pas, puis après on s'est revu la fois d'après, on ne comprenait pas davantage, et puis à un moment il a fallu trancher. Mais donc il y a eu vraiment là une discussion qui excédait en fait la simple question de la langue. C'est-à-dire qu'en effet, on peut dire que Auflauen veut dire épier ou veut dire guetter. Enfin, bon, ça pose pas de problème de savoir ce que ça veut dire, mais sauf qu'il faudrait quand même que c'est un sens dans la nouvelle. Et donc, on trouvait l'un et l'autre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il y a des dimensions. Une dimension qui m'est apparue, par exemple, c'est que le verbe avait une dimension visuelle. Et que si on traduisait par épier ou guetter en français, on voyait quelqu'un. On le voyait derrière la porte, les genoux fléchis, la tête penchée, se cachant et épiant ou guettant. Or, c'est ça qu'il fallait éviter, me semblait-il, et je pense que Yann était d'accord avec moi, qu'en réalité, le sens, la phrase avait un sens véritable si cette façon d'épier ou de guetter était beaucoup plus intellectuelle, était beaucoup plus abstraite, et que finalement, j'ai opté in fine, par traduire le terme, par analyser en fait, que le père, en fait, le fils reprochait au père de l'avoir tout le temps analysé. En fait,
j'excédais un petit peu la simple traduction, parce que tout germaniste m'aurait dit, ah non, il faut traduire par épier ou par gaieté. Sauf que il me semblait qu'il y avait un problème. Et donc là, en effet, le traducteur que je suis excédait le simple fait de, je ne suis pas une machine, je ne suis pas une intelligence artificielle, je réfléchis et je dis, je propose une interprétation. Mais là, je sors une seconde, j'ai une question, mais où s'arrête finalement cette liberté? Ben, elle est totale, et je peux concevoir, moi, une liberté qui choquerait beaucoup de lecteurs. Ouais. Libre à chacun de prendre C'est ses ça. responsabilités. Mhm. Et c'est la même chose si on met en scène Le Misanthrope Mhm. de Molière. Je vous renvoie à la question, où s'arrête la liberté du metteur en scène? Mhm. Et elle ne s'arrête pas. On a vu, bien sûr, Heureusement. oui, Ouais. voilà, on a vu maintes fois des mises en scène du misanthrope avec des costumes, cravates du XXe siècle ou du début du XXIe siècle, mais où ça s'arrête? On peut les voir tout nus, on peut les personnages. Enfin, Mhm. c'est une façon. Enfin, c'est ça la richesse aussi des grandes œuvres, c'est qu'elles peuvent être renouvelées. Et je pense qu'un texte comme Le Verdict gagne à être renouvelé par le regard exigeant, rigoureux d'un écrivain du début du XXIe siècle. Alors le verdict est souvent lu comme un texte sur la faute et la culpabilité. Comment percevez-vous cette dimension à travers la figure du père? Oui, je vois le verdict en fait comme toujours à partir de cette image initiale Ouais. du surplomb. Mhm. Le père debout sur son lit qui surplombe le fils. Et là, on a une image. Enfin, et donc, pour moi, c'est cette image de surplomb paternel impressionnant qui donne des complexes au fils, qui donne la peur, etc. Et elle est centrale. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle est centrale dans le verdict, mais elle est centrale dans l'œuvre complète de Kafka. Ouais. Alors, on pense, finalement, le texte qui ressemble le plus au verdict, c'est la lettre au père, parce qu'il y a exactement, me semble-t-il, la même problématique. C'est comme le père qui développerait une ombre gigantesque sur le mur, une sorte d'image expressionniste, vous voyez, avec l'ombre gigantesque qui effraie, en fait, le fils. Et donc... et puis il y a aussi donc cette image expressionniste, il y a aussi l'image classique que je convoque volontiers liée à Freud, et j'étais ravi de voir, parce que ça ne se sait pas complètement, que dans le journal de Kafka, Kafka lui-même, le lendemain de l'écriture du verdict, il dit qu'il a pensé à Freud. Freud, ouais. Alors, il dit penser à Freud naturellement. Donc c'est vraiment je trouve qu'il y a quelque chose. On pourrait dire ah mais non c'est trop de Freud, etc. Mais Kafka le dit lui-même. Ouais. Et donc il a lu Freud, et non seulement il l'a lu, mais il le dit. Oui, mais ce texte a été écrit en une nuit, dans un élan presque fiévreux. Pensez-vous que cela se ressent dans la langue ou le rythme du récit? Et comment rendre compte justement de ce rythme un peu frénétique dans la traduction? Alors, on a là le fait est très marquant que Kafka, depuis des mois, tous les soirs, essayait d'écrire et n'y parvenait pas. C'est-à-dire qu'au bout d'une phrase, 2 phrases, 3 phrases, et même peut-être moins, était bloqué et n'arrivait pas. Or, il sentait qu'il était porteur de quelque chose, d'une œuvre qui devait venir. Et en fait, dans la nuit du 22 au 23 septembre 1912, il commence à écrire, et quelque chose se dénoue, et il va écrire, je crois, de 10h à 6h du matin. Le jour se lève quand il termine la nouvelle. Il a écrit toute la nuit. Et donc, il y a là aussi quelque chose qui rejoint une analyse que j'ai faite. J'ai écrit un court essai qui s'appelle L'urgence et la patience, où je dis que pour écrire, il faut ces deux notions qui sont apparemment contradictoires, de l'urgence et de la patience. Et là, Kafka prouve, en fait, de façon magistrale, comment l'urgence peut, à un moment, tout emporter. Oui, parce que vous dites qu'après, il est devenu écrivain à partir de là. Voilà, alors il y a ce moment où Kafka donc avait ce rêve d'écrire, mais n'arrivait pas tout simplement à faire venir
l'écriture, il y arrive pendant cette nuit-là et il prend conscience qu'il est devenu écrivain et il en a conscience. Et puis une chose remarquable, c'est que on sait que Kafka a toujours été très réticent à faire lire ses textes et surtout à les publier. Et évidemment, il demande à Max Brod, à la fin de sa vie, de tout détruire. Heureusement, Max Brod ne détruira pas tout Kafka, sinon on ne serait pas là à discuter. Encore que, le seul texte que Kafka, d'une certaine façon, revendique, c'est le verdict. Le verdict, dès le lendemain, il contacte Max Brod et il dit « Ah, j'ai un texte pour toi pour la revue Arcadia ». Max Brod lui demandait un texte pour sa revue. Kafka dit « Je vais le donner à Max Brod pour la revue Arcadia ». Et 2 ans plus tard, il va même demander à son éditeur de publier le verdict comme un petit livre autonome. Et ça, c'est une chose tout à fait rarissime chez Kafka, puisque d'habitude, justement, tous ses livres seront inachevés, ou il ne voudra pas les publier, il en détruira lui-même, il demandera à Max Brod d'en détruire d'autres. Et donc, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est un texte qui est fondateur pour Kafka, mais non seulement qui est fondateur pour Kafka, mais Kafka le revendique et veut le rendre public. Alors, dernière question pour conclure. Votre style est fluide. Est-ce que vous avez voulu rendre Kafka plus lisible ou au contraire préserver son étrangeté, la rugosité, l'intention et l'ampleur de sa phrase, même si ça peut gêner parfois le lecteur? Comment, au fait, avez-vous trouvé l'équilibre sans perdre l'énergie de l'original? Parce que votre propre écriture, elle est précise et sobre. Alors, avez-vous dû effacer ou la traduction laisse-t-elle malgré tout entendre votre voix? Écoutez, je me suis mis au service de Kafka. J'en avais conscience. J'avais même conscience, je vous l'ai dit, c'était le 100e anniversaire de la mort de Kafka, qui est mort en 1923. Et moi, ou 24, maintenant j'ai un doute, 24, allez, je dis 24 maintenant, oui, non, attendez, bref, là on est en 25, oui, 24, ouais. Il est mort en 24, et en juin 24, et moi-même en juin 2024, j'étais dans mon bureau à Bruxelles en train de le traduire, donc j'étais aux prises avec ces mots. Et ça, c'était quelque chose de très touchant pour moi, de le rejoindre, donc de me mettre à son service. Et après, comme je vous l'ai dit, il y a une tension entre la fidélité totale au texte. Il n'est pas question d'inventer des choses par rapport au texte de Kafka. Ça, c'est la contrainte, un peu comme une contrainte de l'Oulipo. Je devais me rester très fidèle au texte. Excusez-moi, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on lit Kafka, oui. Et on lit Jean-Philippe Toussaint. Voilà, mais en effet, alors je continue, étant extrêmement fidèle au texte de départ, je tirais de toutes mes forces pour apporter ma propre voix, ouais. Et donc le travail de traducteur, je le concevais comme apporter quelque chose de moi-même. Et donc c'est la tension entre la fidélité rigoureuse au texte de Kafka et ma volonté de passer la tête, passer la tête ou de passer une main ou une ombre ou sans se faire oublier quelque chose ou quelque chose, parce que finalement c'est moi qui écris en français et ça je le perdais pas de vue. C'est moi qui écris en français, mais il y avait cette fidélité totale, rigoureuse au texte initial, au texte original de Kafka. Merci beaucoup. Merci David, merci Jean-Philippe Toussaint et à très bientôt.